toujours gentil, un homme très avenant, très ouvert, affable avec tout le monde. Un homme qui parlait facilement. On se demandait à le voyant comment il faisait pour être si gentil avec tout le monde, si humble. Voilà. Alors qu'il avait quand même un talent avéré. Mais malgré ce, bon, il ne payait pas de mine. Il était tranquille dans son coin là. C'était un fleuve. Un fleuve, c'était une eau douce, c'était une eau bienfaisante, une eau qui servait à faire croître les choses chez les gens. Et ce fleuve se déversait sur nous à la manière de ces Provençaux anciens, de ces Marseillais anciens, avec cette mentalité de gens qui partagent, qui donnent tout ce qu'ils ont. Voilà, comme ça, d'emblée. Sans poser de questions, sans savoir d'où on vient, d'où on ne vient pas, hop, ils vous donnent tout, ils vous ouvrent leur cœur comme ça. J'ai connu M. Valère en 1947, quand mes parents, mon père, construisait la seconde maison en haut du terrain. Et là, il passait de temps en temps sur la carrière des bergers d'arbres à l'époque, et du moulin maintenant. Il s'arrêtait pour discuter avec mon père, qui le connaissait, parce qu'il parlait peinture, il le connaissait depuis longtemps. Mon père le connaissait depuis 1929, la construction de la première maison, la maison des bateaux. Parce que nous étions voisins de M. Valère, qui lui avait construit sa maison en 1926, paraît-il. Alors chaque fois qu'il passait dans le secteur, il s'arrêtait pour discuter avec mon grand-père, François, en provençal. Parlait en provençal tous les deux. Et mon père en profitait pour aller admirer, comme on dit en province, espincher le châssis qui était accroché à la boîte de peinture. Là, pendant que mon grand-père faisait durer la conversation, mon père apprenait à peindre, simplement. Je suis le petit-fils d'Auguste Valère, donc je l'ai particulièrement bien connu puisque j'étais souvent avec lui et ma grand-mère sur leurs déplacements. Je l'ai vu notamment peindre de nombreuses fois, comme ça, à la volée des paysages. Le souvenir le plus lointain, c'était Bouc-Bel-Air, bien sûr, puisqu'on y passait toutes nos vacances d'été. Une bonne partie de nos week-ends aussi, et c'était le moment pendant lequel il était très détendu avec ses petits-enfants, en général. Très dur comme personnalité, mais très agréable, souriant. Aimant aussi pour son entourage et ses petits-enfants. Un bon sens de l'humour avec un petit sourire narquois souvent, mais pas très expressif. Alors je rencontre Auguste Valère à la demande d'un grand éditeur marseillais de l'époque qui s'appelait Paul Tacussel. Et un jour, Paul Tacussel, qui avait lu mon premier livre, me contacte et me dit: j'adore la peinture d'un petit maître de l'école provençale qui s'appelle Auguste Valère et qui habite Bouc-Bel-Air. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Je dis, bien sûr, on va se rencontrer. Et là, il me dit, voilà, j'aimerais qu'on fasse un livre, non pas sur la technique de Valère, mais sur la sensibilité de la peinture de Valère. Déjà, Paul Tacussel avait compris qu'il y avait chez Valère une sensualité même dans ses paysages. Voilà comment se produit ma première rencontre avec Auguste Valère, et voilà comment au fil des mois je vais construire cet ouvrage qui va lui faire un plaisir immense d'ailleurs, et qui sera, Paul Tacussel le reconnaîtra plus tard, et qui sera un petit succès de librairie. Alors, c'était dans les années 90, et Auguste Valère a bien voulu accepter que je me rende dans son atelier du Cigalon, et pour bénéficier de ses conseils et
de sa pratique de la peinture. Et je dois dire qu'en peu de temps, il m'a beaucoup appris parce que il avait une vision de la peinture absolument extraordinaire, une peinture que nous qualifierons de classique, rien de révolutionnaire en soi, mais véritablement une très belle peinture avec tout ce qui fait la beauté d'un beau tableau, c'est-à-dire les ombres, les lumières, les profondeurs, les perspectives, les couleurs, les contrastes. Enfin, j'ai beaucoup appris avec lui. Et sa façon de parler, sa façon de vivre aussi était comme sa peinture. Voilà. C'était une cohérence dans tout cela. Parce que lorsqu'il parlait, il parlait avec des mots qui étaient comme des touches de peinture. C'est amusant de le voir hésiter un petit peu, puis mélanger ces couleurs là comme ça. Toutes ces teintes étaient mariées, étaient unies, le faisaient un ensemble, le faisaient un tout. Il n'y a aucune teinte étrangère crue dans le tableau. Toutes ces teintes correspondaient entre elles. C'était un peuple de teintes. Voilà. Ils avaient toute une parenté, toute la même famille. Voilà. Et ce qui était extraordinaire chez lui, c'est sa façon d'appréhender la couleur là-bas. C'est pas une couleur vive, c'est pas en pleine lumière, elle n'est jamais vive la couleur. Elle est toujours éteinte, les teintes sont toujours cassées, comme le casse le soleil sur le paysage provençal. Il pensait qu'il n'y avait pas de vérité en peinture, parce que la peinture est un mensonge. Et c'est vrai qu'un tableau, c'est un mensonge de couleur, c'est un mensonge dans la perspective, puisque la troisième dimension n'y est pas. C'est plat un tableau, et pourtant, on rentre dans un tableau. Et Valère disait que c'était un mensonge qu'on offrait aux autres. Voilà. Les peintres sont les témoins, les héritiers d'une époque. Alors, ils baignent dans une culture. Ils ont le choix entre se révolter contre cette culture ou admettre cette culture. Valère est entre les deux. Valère est entre les deux. Et c'est pour ça qu'on ne lui reconnaît peut-être pas la place qu'il mériterait. Valère est né en 1901, boulevard de la Corderie, quartier de la Corderie plus précisément, et ce qui est mitoyen avec le quartier du Canal. De plus, il faut dire que son père était maître portefaix, et donc son activité professionnelle se situait là, sur le canal, en quelque sorte. Et Valère a grandi dans ce quartier. Et dès ses plus jeunes années, il a pu voir, fréquenter, aller dans les ateliers des uns des autres. C'est une personne qui a perdu son père à l'âge de 13 ans, donc qui a été élevé par sa maman et son parrain qui était un capitaine d'infanterie de l'époque. Donc il a été apprenti à l'âge de 13 ans, apprenti fourreur, et en parallèle il a pu mener ses études de peinture, où il a obtenu premier prix de dessin et de peinture aux Beaux-Arts. Lorsqu'il a émis le souhait devant son parrain qui était son tuteur, son parrain lui a répondu « La peinture c'est pour ton plaisir, il faut que tu apprennes un métier et après nous verrons ce que tu feras plus tard ». C'est ce qu'il a fait, donc il a appris son métier qui était un métier aussi artistique. La fourrure à l'époque c'était un métier très artistique et il a fait de la peinture ses loisirs et sa passion. Il n'est pas étonnant qu'à 13 ans, il s'est inscrit à l'école des Beaux-Arts de Marseille. Il a poursuivi ses études pendant 7 ans. Déjà, il parcourait, on va dire, il parcourait la région et les alentours, et il aimait tout particulièrement Bouc-Bel-Air et justement toutes les communes autour, etc. Il est ensuite parti à Paris pour continuer sa formation. Il a suivi pendant 2 ans les cours des Beaux-Arts de Versailles. Ça lui a permis de
de parcourir les musées, de voir tout ce qu'il y avait dans les musées parisiens, les galeries, etc. Et de se faire beaucoup d'amis dans le monde de la peinture de l'époque, en particulier Jean-Baptiste Olive. Il est revenu à Marseille, il s'est installé quai du Canal 2-3 ans après, et puis il est venu construire à Bouc-Bel-Air. La maison familiale de l'époque, c'était là où se retrouvaient les amis et la famille. Donc c'était carrément une institution, on y allait quasiment tous les week-ends. Lorsque nous avons pris un peu plus d'âge à l'adolescence, ça nous cassait un peu les pieds d'aller tous les dimanches à Bouc-Bel-Air, mais bon, c'était rituel. Tous les dimanches, on allait à Bouc-Bel-Air. Ouais, il achète au début des années 20, il l'achète en faisant une seule pièce. À l'époque, c'était à la mode, on appelait ça le cabanon. Donc il y avait soit le cabanon au bord de mer, soit le cabanon à la campagne. Donc lui, il avait choisi la campagne parce que l'air marin n'était pas bon pour les enfants, d'après ce qu'il disait. Alors cette maison grandit au fur et à mesure des années. Il rajoute une pièce par-ci, par-là, il la développe. Avec, je pense, dès le départ, l'idée précise, puisqu'il était très précis, de venir s'y installer pour sa retraite et finir sa vie là, sa vie à cet endroit, pardon, parce que c'était son petit havre de paix, on va dire. El Cigalou, c'était une maison provençale des années 26, avec tout ce qu'il fallait de génoise, tout ce qu'il fallait d'arcade, de poterie aussi. Voilà. Et c'était un poste de garde. Donc il avait une vue imprenable sur toute la vallée, la vallée de Gardanne, le Grand Valat, sur le Pilon du Roi. C'était un coin enchanteur. Déjà à l'accueil, à l'entrée, on n'avait pas tellement envie de repartir. Il faut dire le choix comme le son, on serait bien installé là. Même les gens qui ne peignaient pas, qui venaient le voir, étaient émerveillés par la vue. Et ça correspondait à son personnage, ça aussi. Voilà. Cette vue, il a choisi ce coin, c'est pas pour rien. Et cette maison avait une particularité, entre autres, c'était une cheminée. Une cheminée sur laquelle, sur le bandeau de la cheminée tout autour, là, il avait peint des santons. Mais d'une façon, on sentait qu'il avait connu M. Delpiane. Et qu'il avait bien appris à la leçon. Et qu'il avait dépassé. Parce que ces santons étaient plus vivants et plus chauds que ceux de M. Delpiane. Il avait, à travers ses goûts, cette fidélité à la peinture provençale. Et le Cigalou respirait cette atmosphère provincialiste. Alors que sa peinture, la peinture de Valère, n'est pas particulièrement provincialiste. Elle ne répond pas au schème de la peinture classique traditionnelle. Ah, c'était une maison où malheureusement on n'osait pas trop regarder, parce que nous sommes invités, on ne peut pas quand même faire l'inventaire de la maison. Mais dès qu'une porte s'ouvrait, il y avait toujours quelque chose accroché au mur en face. Et là c'était le régal. Voilà. Au rez-de-chaussée, à côté de la cheminée, justement, il y avait la porte d'une chambre. Là. Dans cette chambre, une fois la porte s'est ouverte, il y avait un nu féminin, dessiné par M. Valère dans sa jeunesse. C'était quelque chose. Hein. C'était un morceau. Hein. Ça n'a rien à voir avec le peintre qu'on a connu. C'est un morceau classique. Il était capable de faire quelque chose de très 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 valable en essai. J'aimais bien grimper dans son grenier qui lui servait d'atelier. C'était les odeurs, c'était les odeurs d'essence. Il a peint beaucoup à l'essence. Les odeurs d'essence, les couleurs qu'il fabriquait lui-même aussi, certaines couleurs. Et cette vue qu'on avait sur la plaine de Bouc, elle était merveilleuse. Une lumière extraordinaire. Et moi, je me souviens, quand j'ai peint avec lui, et encore une fois, sous sa direction, des natures mortes. Il dressait les natures mortes, alors il aimait un peu, comme Cézanne, vous savez, les peaux,
rideaux, les soupières, les choses comme ça, et les nappes à carreaux. De cette façon, on pouvait bien travailler la perspective, et ça, c'était très bien pour commencer à travailler. Et donc, on se mettait dans un coin, un petit coin de son grand atelier, voilà. Mon père me disait souvent, oh, Monsieur Valère, c'était un très 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 bon petit maître provençal. Évidemment petit à cause de Monsieur Olive, Jean-Baptiste Olive, qui était un de ses professeurs aussi, qu'il avait connu, Jean-Baptiste Olive. Voilà. Il y avait une palette de Monsieur Olive dans son atelier, une grande palette d'atelier de Monsieur Olive qui était accrochée à la poutre dans l'atelier de Monsieur Valère. C'était fascinant. Dès qu'on entrait, cette palette qui vous recevait, là, toutes ces teintes-là, il y avait 1 mètre carré de teintes. Et surtout, ces toiles posées par terre, là, à même le sol, entassées. Là, comme ça. Et dans des petits cartons, des petites boîtes, il y avait des essences. Des essences, une espèce de pochade, de croquis à la peinture qu'il faisait lorsqu'il partait promener dans les Alpes. Parce que c'était un marcheur, le bonhomme. Hein. C'était quelqu'un, hein. C'était un costaud. Hein. Il était petit, de taille peut-être, mais il était balèze. Hein. Et il m'avait dit un jour, quand il était jeune, il faisait la gymnastique, il était capable de faire la croix de fer. Pendant ses loisirs l'été, c'était la peinture et la maçonnerie, parce que c'est paradoxal aussi. Il faisait beaucoup les petits murs ou en pierre sèche ou en pierre cimentée. Il appelait ça les bancas ou en provençal, puisque ça se perd aussi, toutes ces expressions. Mais par contre, dès qu'il y avait une lumière particulière, il laissait tout tomber, il prenait ses trucs et il partait. Il y a un beau motif, il y a une belle lumière, je vais peindre, point. Il ne fallait pas lui demander où, comment, pourquoi, c'était comme ça, voilà. Mais où que ce soit, on allait se promener en Provence, par exemple du côté des Baux de Provence, etc. Il avait toujours le chevalet, le petit tabouret, la boîte de peinture. Il s'arrêtait en plein milieu des champs, il peignait. Nous, on était là, il fallait qu'on attende qu'il ait fini de peindre. Ça pouvait durer des heures en plein cagnard, c'était comme ça, voilà. Mais je me souviens que son épouse a dit, devant témoin, et devant moi en particulier, puisque c'est à moi qu'elle parlait, oui, si je n'avais pas été là pour tenir l'atelier, il n'aurait pas pu peindre comme il a peint. Parce que parfois, le matin, lorsqu'il se levait, il faisait beau, il ouvre la fenêtre, là, il disait « Oh, il fait très beau aujourd'hui, je pars peindre ». Et qui tenait l'atelier? Hein? C'était moi. Mais alors, c'était pas un reproche, surtout pas. Elle était fière de lui avoir donné un coup de main. Elle était fière de ce qu'avait fait l'homme de sa vie, l'homme qu'elle aimait aussi, parce que c'était un beau couple. Un couple qui se comprenait beaucoup, 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 et qui échangeait beaucoup, même du regard seulement, comme ça. Alors, on ne pouvait pas intercepter hein, les messages, mais bon, c'était des gens d'amour, autant l'un que l'autre. Alors son épouse l'a beaucoup aidé dans le sens où elle s'occupait notamment des ouvrières à l'atelier de fourrure. Celle qui gérait la maison pour la plupart du temps, lui, il faisait son métier et sa peinture, point final. Assez autoritaire avec son épouse, qui était une personne très douce, très gentille et très affectueuse. Une dame absolument délicieuse, qui nous servait le thé quand j'allais la voir, qui avait été sa muse, ça c'est vrai, puisqu'il a peint souvent, et qui avait, lorsqu'il était fourreur, et il travaillait avec sa femme, Valère était fourreur, et il travaillait avec sa femme, et elle lui a offert du temps, en réalité, pour son talent, pour son art. Voilà, elle l'a suivi, elle l'a aimé, et c'était un couple délicieux, très, 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 très impertinent par rapport au monde tel qu'il le vivait, et dans le même temps très tolérant, reconnaissant à chacun le droit à l'erreur, à la faute. C'était des gens remplis de sagesse, aussi bien lui qu'elle. De sa terrasse, là, qui surplombait la plaine, là, il me semble que tous les matins, il plongeait les yeux dans le regard de la province, dans les yeux de la province. Tous les matins, il la regardait en se réveillant, là, comme ça. Comme un amoureux qui veut retrouver sa belle. Et qui venait la voir comme on admire une femme nue le matin au réveil, sans phare, sans rien, voilà, pur. Il était
amoureux et il était l'enfant de ce pays. Voilà. Quand on est peintre, on aime voir loin, voir les choses, choisir son cadre, son sujet. Et pour lui, aller au sommet du village, au sommet du village, on peut dire, ça lui permettait de découvrir tout ce qu'il y avait à 180 degrés. Nous avons des photos de Valère justement sur le rocher et vous le voyez avec son attention portée sur les lointains avant de peindre. Et c'est là où naît le tableau. Les œuvres de Bougues-Belair, c'était pour la plupart du temps le pilon du roi, la campagne Plantigarde et le village de Bougues-Belair aussi, donc particulièrement l'été quand il y a une lumière vive. En particulier aussi le château de Bougues-Belair, pour lequel il avait une affection toute particulière puisqu'il l'avait fait acheter à une amie d'enfance qui s'appelait Madame Dubois, donc il y peignait souvent, oui, c'était aussi un endroit où il y avait beaucoup de lumière très vive l'été. Ah, il aimait tout le Bougues-Belair, tout. Même les ruelles, même le village, il venait souvent peindre au village. Château, et puis la plaine, les bastides là, ces lieux, ces maisons, ces ruelles qui vous racontent la vie, qui vous disent la vie passée peut-être, mais la vie. Voilà. Comme si on regardait, si on faisait le portrait d'une personne âgée, et dont les rides vous disent les souffrances, vous disent la vie, voilà, vous disent aussi les bonheurs. Valère, c'était un reporter de la vie. C'est un passeur, c'est un passeur d'images et un passeur de la vie. Quand il peint, par exemple, les bergeries, c'est un très beau tableau, lumière, ombre, tout, magnifique. Mais c'est pas un sujet extraordinaire. C'est un sujet banal, on va dire, qui a su mettre en valeur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du reportage. Il n'était pas nostalgique du temps passé, il était nostalgique du temps qui passe. Et c'est ça, à mon sens, c'est ça la vérité en peinture et en art d'une manière générale. Témoigner et se peindre ou dépeindre. À la confluence des deux, vous avez aujourd'hui qui tient de demain et qui tient d'hier et qui annonce demain. Et M. Valère, là, je le voyais souvent de chez moi. Dans le virage, je le voyais monter vers le village. Voilà. Surtout le samedi ou le dimanche. Parce que j'étais là, je ne travaillais pas, je bricolais chez moi. Et je l'ai vu au fil des années, là, peiner de plus en plus pour monter. Lui qui était un sportif, lui qui était un homme costaud, qui avait vraiment des jambes de marcheur. Je l'ai vu monter de plus en plus lentement, de plus en plus lentement, de plus en plus lentement. Et un jour, il est passé devant moi avec une canne. Je l'ai revu quelques fois avec la canne. Et puis un jour, plus rien. Il avait disparu du paysage, de son paysage. Mais dans ce coin-là, s'il y en a qui ne le voient pas monter vers le village, moi je le vois toujours. En train de gravir justement cette pente-là, dans la lumière qui est maternelle de la Provence.